Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un projet que nous avons mené il y a déjà quelques années. C'était entre 2011 et 2014 dans le cadre d'un appel d'offres régional. Donc, ce projet s'intitulait Navire pour nouveaux aliments pour volailles intégrant des ressources régionales. Et c'est un projet qui a été mené dans le cadre de l'UMT Bird que vous a présenté Michel ce matin, et qui a impliqué trois partenaires de cette UMT, donc en particulier l'ITAVI, l'INRA et le CISAF, mais je vous montrerai aussi d'autres partenaires régionaux avec qui nous avons préparé et réalisé ce projet. Tout d'abord, je voulais revenir, je ne sais pas si Michel l'a fait, pour vous expliquer pourquoi nous avons mis en œuvre et nous avons pu développer ce projet. Donc, ce projet était piloté par l'unité de recherche avicole, donc, qui se situe à l'INRA de Nouzilly, qui a des domaines d'expertise au niveau de la physiologie et de la génétique aviaire, et dont les principales missions sont de produire des connaissances dans ces domaines afin de les intégrer pour aider à l'élaboration de systèmes d'élevage et d'alimentation innovants et le plus durable possible. Donc l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes un collectif que nous avons rassemblé dans le cadre de cette UMT. Tout d'abord, au niveau INRA, nous avons une plateforme d'expérimentation avicole, je vous la montrerai par la suite. Donc, nous avons aussi des ingénieurs de l'Institut technique de l'aviculture et l'antenne avicole du syndicat des sélectionneurs avicoles et aquacoles français. Donc, en image, voici notre unité de recherche qui se situe finalement au milieu de l'unité expérimentale. Donc, toute l'unité expérimentale est ici. Et cette unité expérimentale offre tout un tas d'installations qui finalement représentent un petit peu la filière avicole, puisque nous avons la possibilité de fabriquer de l'aliment avec un moulin expérimental. Nous avons un couvoir, des bâtiments d'élevage, je ne vous les détaille pas, mais il y en a tout un tas de sortes pour mener à bien nos expérimentations pour les volailles de chair, les souches pontes. Et nous avons aussi, et ça nous a bien servi dans le cadre de ce projet, des parcours. Et enfin, nous avons un abattoir expérimental qui nous permet d'aller jusqu'au bout et de qualifier nos productions, en tous les cas en ce qui concerne la production de viande. Et donc ça, c'est un dispositif qui est quand même assez unique, notamment le fait d'avoir un abattoir. Donc, la problématique de départ et l'historique de ce projet Navire, c'est, comme vous le savez, il y a déjà pas mal d'années, l'interdiction d'utiliser des farines de viande, notamment dans les productions pour les productions de volailles. Et ceci a conduit à utiliser comme ressource protéique des alternatives, et c'est en particulier le soja, qui en grande partie provient est importé, notamment du Brésil. Et ce soja, comme vous le savez, qui a quand même pas mal de chances d'être OGM. Donc il y a eu une demande régionale, donc en gros on a été quand même sollicité par la région, une volonté pour essayer d'étudier en fait les possibilités qu'il y avait à remplacer ce soja qui présente donc plusieurs inconvénients. Tout d'abord le fait peut-être d'être OGM, mais ensuite de nous rendre finalement relativement dépendants à cette ressource. Et l'idée était éventuellement de valoriser des ressources végétales qui étaient cultivées en région centre ou potentiellement cultivées en région centre, comme des protéagineux févroles ou pois, ou encore des coproduits d'oléagineux comme les tourteaux, de colza ou de tournesol, qui sont donc des matières premières relativement riches en protéines et qui de ce fait peuvent remplacer ou se substituer au soja, et que ceci puisse se faire dans le cadre d'approvisionnement court. Donc voilà un peu le contexte.
Donc, nous avons répondu à cet appel d'offres et l'objectif de notre projet, comme je vous le disais, était clairement d'évaluer dans le cadre d'une approche multicritère les possibilités donc, de remplacer le soja incorporé dans les rations de volaille par ces matières premières produites en région. Donc, je vous ai parlé d'approche multicritère parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir une idée de la durabilité des systèmes innovants que l'on pouvait proposer. Et dans ce sens, nous avons voulu réaliser des études qui prennent en compte les différentes, finalement, critères liés au système d'élevage, qui soient technico-économiques, liés à la qualité des produits, au bien-être animal et éventuellement aux impacts environnementaux. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on était dans le cadre d'une approche multicritère. Parallèlement à ces analyses biotechniques donc, que nous avons réalisées dans nos installations, nous avons aussi, et ça c'est plutôt l'Institut technique de l'aviculture en collaboration avec l'interprofession régionale, donc le CRIAVI, réalisé une analyse du contexte régional et une réflexion participative en fait sur les objectifs des systèmes que nous voulions proposer. C'est-à-dire, dans le cadre de ce projet, nous avons vraiment discuté en amont des possibilités offertes en région et des objectifs que l'on voulait collectivement atteindre. Donc ça, c'était la tâche numéro 1. Donc la tâche numéro 2, c'était les analyses, les essais expérimentaux que nous avons menés à l'INRA. Et la tâche 3, c'était vraiment une évaluation multicritère des données que nous avons obtenues, en particulier en utilisant un outil qui est une grille d'évaluation de la durabilité qui a été créée en partenariat avec l'ITAVI, qui s'appelle Ovali. Et donc nous avons mis à profit cet outil qui s'est créé, je dirais, en même temps que nous acquérions les données pour évaluer la durabilité des systèmes proposés. Donc je reviens et je m'arrête un tout petit peu sur les aliments. Donc donc je vous présente cette photo qui est assez illustrative. Donc ici vous avez un aliment dit classique avec du maïs, du blé et du tourteau de soja. Et vous voyez le reste, c'est une part assez infime, importante bien évidemment, mais globalement il y a 3 matières premières principales. Et donc les aliments que nous avons proposés, celui-là il est zéro soja, et ben nous avons remplacé en fait cette partie tourteau de soja par tout un tas d'autres matières premières. Donc vous avez ici le tourteau de tournesol, de colza, la févrole, du pois, drèche de blé, etc. Donc vous voyez beaucoup plus de variétés dans l'alimentation. Donc ça, c'est un exemple. Bien entendu, il y a eu un gros travail de formulation et nous avons testé beaucoup plus d'aliments que cet aliment qui est présenté ici, mais qui est plus à titre d'illustration. Et notamment, nous avons soit essayé des aliments qui substituaient complètement le soja, c'est-à-dire que nous l'avons éliminé, c'était dans le cahier des charges, il n'y avait pas de soja, soit nous avons considéré des aliments qui intégraient du soja, mais de manière limitée, notamment sur la période de démarrage donc des poussins, là où les animaux sont le plus demandeurs de protéines et finalement qui est une période quand même assez critique et donc nous avons aussi souhaité étudier ces possibilités de substitution partielle, je dirais. Donc je passe aux conclusions. Bien sûr, il y a eu énormément d'essais qui se sont faits en plusieurs étapes où nous avons pris en compte les conclusions des essais précédents pour monter les essais suivants. Et ce que je ne vous ai pas dit, en fait, nous avons visé 2 types de production. Oui, ça c'est un élément important. Donc tout d'abord, la production certifiée, dont vous a parlé Michel ce matin, qui correspond à des poulets dits à croissance intermédiaire, donc qui sont abattus aux alentours de 8 semaines. Et la production type label rouge, donc là où les animaux sont abattus à plus de 81 jours. Alors pourquoi nous avons ciblé ces 2 types de production et nous n'avons pas travaillé sur la production de poulets standard ou conventionnel à croissance rapide? Donc la première, le premier élément, c'est que nous avions fait une analyse du contexte régional et il se trouve qu'en région centre, l'aviculture repose quand même pas mal
sur l'utilisation de ce type de souche plus que de souches à croissance rapide. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que ces types de souches, finalement, sont moins gourmandes en protéines et qu'il nous paraissait plus raisonnable d'évaluer cette nouvelle alimentation sur des génétiques qui pourraient l'accepter. Donc voilà les deux principales raisons. Donc nous avons, dans le cadre de la production certifiée, tester une substitution partielle de soja, donc où il en restait un tout petit peu dans la période de démarrage, ou une substitution totale. Donc globalement, nous avons eu des résultats très bons quand il y avait une substitution partielle, puisqu'il n'y avait pas d'impact du tout sur les performances en élevage, qui étaient évaluées au travers de différents critères, hein, que ce soit la croissance, l'indice de consommation, éventuellement la mortalité. On n'avait pas d'effet non plus notable sur la qualité du produit, la qualité de la viande, que nous avons testé au travers de différentes mesures objectives. Et finalement, on avait un relativement faible impact sur le coût de production, mais qui existait néanmoins de 0,4%. Par contre, pour ce type de génétique, lorsqu'on substituait totalement le soja, on avait quand même une dégradation des performances. Et ceci s'exprimait particulièrement en fait sur les rendements en muscles, qui reste quand même un élément très important pour la production, parce que comme vous l'avez vu, une partie de la production part sous forme de découpe, notamment de découpe de filets de poulet. Et si l'on perd un petit peu en pourcentage, les conséquences économiques derrière ne sont pas négligeables. Par contre, quand nous avons étudié donc, ces innovations sur les productions labels, il s'est trouvé qu'une substitution totale était totalement finalement supportée par ce type de volaille, puisque les performances en élevage étaient préservées, même au niveau des rendements en viande. Il n'y avait quasiment pas d'impact sur la qualité et pas d'impact notable sur le coût de production. Donc ça, c'est plutôt un bon résultat. La seule chose qu'il y avait au niveau de la qualité des produits, c'était un aspect visuel en fait, puisque nous utilisions des matières premières qui faisaient intervenir par exemple du gluten de maïs et qui pigmentaient en fait la viande et également la peau du poulet. Donc ça, bon, ça peut paraître anecdotique, mais pas tant que ça, parce qu'il y a quand même des filières de volailles blanches et de volailles jaunes bien identifiées. Donc c'était important aussi de dire qu'en remplaçant le soja, on pouvait rejaunir les volailles qui étaient destinées, par exemple, ou vendues en tant que volailles blanches. Donc voilà, c'est des éléments, je dirais, qui n'affectent pas la qualité telle qu'on l'entend, gustative, etc., mais qui peuvent être importants pour certains consommateurs. En tous les cas, quel que soit le type génétique et le type de production visé, l'avantage que nous avons vu, c'est une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est quand même intéressant, notamment pour la communication. Bien sûr, lorsque l'on a fait l'analyse globale de la durabilité, on gagnait en autonomie protéique, qui est un des critères de durabilité des systèmes de production, et donc une possibilité indéniable de communiquer sur ces deux éléments, mais aussi sur le dernier, avec une alimentation garantie non d'OGM, qui est aussi une demande, alors de l'acheteur, je ne sais pas, mais du citoyen, et qui, on le voit actuellement, commence à se développer chez certaines enseignes. Voilà, donc juste une petite diapo pour vous montrer les acteurs engagés dans ce projet. Donc l'INRA qui était à la coordination. En gros, nous avons fait réaliser le travail biotechnique. On avait la responsabilité de cette tâche, un gros travail de formulation d'aliments, mais bien sûr tout ça était toujours en contact avec des fabricants d'aliments et des experts du terrain. La réalisation des expérimentations, l'acquisition des données. Donc nous avons eu l'ITAVI qui s'est impliqué surtout sur l'analyse du contexte régional, ce qui était aussi, nous donne aussi des éléments pour la suite, hein, pour essayer de voir quel type de filière peut être développée.
et bien sûr qui était très engagé dans la construction de l'outil Ovaly d'évaluation de la durabilité des systèmes. Et comme je vous le disais, avec l'ensemble des partenaires, dont le CRIAVI, nous avons eu cette réflexion un peu participative qui a eu lieu dès le montage du projet et tout au long de sa réalisation, avec une réflexion sur les étapes à mettre en œuvre à chaque point de réflexion. Alors, la suite, donc ce projet, comme je vous le disais, s'est terminé concrètement en 2014. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, au-delà des publications que l'on a pu en tirer, des résultats scientifiques, ce projet a été l'occasion d'une dynamique en région. Et les acteurs impliqués dans ce projet ont souhaité finalement continuer l'aventure dans le cadre d'un projet qui s'appelle Navire Grandeur Nature et qui a obtenu un soutien de la part de la région. Et dans ce cas, finalement, les scientifiques ou les experts, je vais dire entre guillemets, n'étaient plus du tout centrales, puisque nous, on intervient, je dirais, avec l'ITAVI, l'INRA, l'ITAVI, essentiellement, on intervient en tant qu'experts, mais c'est vraiment les professionnels qui prennent en charge la réalisation de ce projet, donc qui est réalisé dans le cadre d'élevage professionnel, où une première étape a consisté à comparer un élevage utilisant un aliment classique avec un élevage utilisant un aliment donc, où le soja avait été substitué. Donc il y a eu l'intervention d'un fabricant d'aliments, un éleveur, un abattoir pour justement caractériser cette production et voir s'il y avait une différence. Donc vous avez ici les partenaires. Et donc c'est un projet qui est actuellement en cours. Il y a eu une première étape de fait, mais une deuxième qui va se réaliser. Et c'est extrêmement intéressant puisqu'on sent quand même qu'il y a une volonté de faire émerger ce type de production en région. Après, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors d'ailleurs, dans la salle, il y a la plupart des partenaires à ce projet sont présents. Et voilà, mais bon, c'était aussi un peu pour vous montrer que d'un projet scientifique pouvait finalement découler une action un peu plus concrète sur le terrain. Voilà, je vous remercie.